Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous santé. Aujourd'hui, la schizophrénie. Une maladie dont tout le monde parle, mais sans vraiment la connaître. Dans les médias, elle est malheureusement souvent associée aux faits divers violents. On parle d'un dangereux schizophrène qui a encore sévi, ou alors à un dédoublement de la personnalité. Mais il n'en est rien. En fait, cette maladie touche une personne sur 100 entre 15 et 25 ans et peut revêtir plusieurs formes. Le point commun de toutes ces formes, c'est la souffrance. La souffrance du patient, bien sûr, qui est terrible. Des hallucinations visuelles, des hallucinations auditives, des délires paranoïdes ou alors des replis sur soi, mais aussi la souffrance des parents, la souffrance de la famille, la souffrance des proches. Apprendre à la connaître, à la reconnaître, à la dépister tôt, permettrait de mieux la prendre en charge et de limiter toutes ces souffrances. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Florent Babillotte. Bienvenue. Bonjour. Vous souffrez de schizophrénie depuis l'âge de 14 ans. Vous avez été diagnostiqué à 24 ans. Vous avez écrit un livre, Obscure Clarté, aux éditions Laïus, un livre poétique, mais qui parle aussi beaucoup de votre maladie. Je rappelle que vous êtes inséré, vous êtes aide-soignant et vous êtes marié. Et votre amie Catherine viendra nous rejoindre tout à l'heure. Votre femme, pardon. Voilà, Catherine viendra nous rejoindre tout à l'heure. Docteur Guillaume Font, bienvenue. Vous êtes psychiatre. Alors, vous êtes psychiatre à l'hôpital Henri Mondor. Vous êtes enseignant, vous êtes chercheur à l'INSERM et coordinateur des centres experts schizophrénie de la Fondation Fondamentale. Donc, que de titres, ça y est, je m'arrête là, c'est bon. Donc, je le disais, cette maladie, on en parle beaucoup. Elle a une mauvaise image. Pourquoi cette mauvaise image? Ça vient de quoi? On travaille beaucoup pour changer cette image. Alors d'où vient cette image? Vous l'avez dit, ça vient beaucoup des faits divers qui sont beaucoup relayés dans les médias. Forcément, ce sont des choses qui impactent l'imaginaire collectif. Parce qu'on ne comprend pas cette maladie. C'est une maladie qui touche la perception du monde, la façon de se représenter le monde, et on commence à avoir des idées incohérentes. Et donc les personnes peuvent faire des actes improbables, incompréhensibles, et donc ça marque l'imaginaire. D'accord. Et on parle souvent aussi de dédoublement personnalité. Ce n'est pas que ça, la schizophrénie. Comment on arrive à la définir, même s'il est vrai qu'il y a plusieurs, on le dit souvent, autant de schizophrénie que de schizophrènes, mais il faut quand même arriver à la définir. C'est quoi la définition globale de cette pathologie? Alors effectivement, vous avez raison, c'est une erreur de penser que c'est un dédoublement de la personnalité, au sens ce ne sont pas deux personnes dans le même esprit qui parleraient entre elles, et un switch comme ça entre une personnalité et l'autre, c'est pas du tout ça. Schizophrénie, ça veut dire l'esprit morcelé, fissuré, coupé, ouais. C'est ça. Et donc c'est en fait un esprit qui n'arrive plus à fonctionner de façon cohérente avec différents modules dans l'esprit qui ne fonctionnent plus, et c'est ça qui crée des délires, des hallucinations. Alors moi je préfère parler de perte de contact avec la réalité à certains moments, et qui sont liés en fait à un dysfonctionnement vraiment dans le cerveau. Donc c'est une maladie qui se soigne. Alors c'est une maladie donc psychiatrique, oui. C'est une maladie chronique qui peut revêtir plusieurs formes. On a parlé d'hallucinations, mais il n'y a pas que ça. Donc il y a des hallucinations visuelles, auditives, et puis il y a quoi d'autre? Vous parlez donc on n'est plus dans la réalité. Ça, c'est commun à toutes les formes ou c'est que sur certaines formes? Alors effectivement, on fait l'erreur de penser que les personnes qui ont une schizophrénie entendent des voix. C'est le symptôme le plus connu parce que c'est celui qui marque l'imaginaire. Mais ça arrive, vous avez eu des hallucinations? J'ai eu des hallucinations, effectivement, mais c'est... D'ailleurs, c'est ce que vous appelez la voix à l'autre. Oui, il y a un chapitre dans Obscure Clarté qui s'appelle Une voix nommée l'autre, mais c'est vrai que, pour revenir sur ce que disait le docteur, effectivement, le psychiatre, c'est effectivement que c'est une question de perception. Moi, je dis souvent, c'est une altération de la réalité. C'est-à-dire qu'on peut voir les choses et avoir une perception, les interpréter de façon différente. Et l'interprétation, ça peut être une hallucination, une voix qu'on entend, une forme de paranoïa. Tout ça, c'est exacerbé en soi. Et c'est vrai que la personnalité morcelée, c'est exactement ça. Donc ça, certaines formes comme ça, il y a d'autres formes où, au contraire, on s'isole, et donc là, il se passe autre chose chez le patient. Donc effectivement, ce qu'on retrouve le plus fréquemment, comme on l'a dit, c'est ce qu'on appelle couramment la parano. Alors la paranoïa, donc c'est un sentiment de persécution, c'est l'idée qu'on a l'impression que les gens nous en veulent et cherchent à nous nuire. Ça, c'est commun à toutes les formes? C'est pas commun à toutes les formes, mais c'est très fréquent. C'est vraiment, je pense, un des symptômes les plus fréquents, et à juste titre parce que ces personnes-là sont en train de vivre des choses qui sortent de l'ordinaire, qui créent de l'incompréhension dans l'entourage, et du coup, c'est un cercle vicieux où du coup, elles ont l'impression que les autres personnes les regardent bizarrement, et donc ça alimente aussi ce genre d'idées.
Ensuite, vous avez raison, il y a le repli sur soi qui est très fréquent dans cette maladie, qui vient à la fois des symptômes de la maladie elle-même, et là encore, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes qui ont plus de mal parfois à s'adapter aux autres, à comprendre les émotions des autres, à s'adapter à ces émotions. Hommes, femmes, même combat. On dit habituellement on voit souvent que... des hommes. Voilà, alors on dit que ça touche autant les hommes que les femmes. En fait, on est en train de revoir cela et en fait, on pense qu'on est plutôt sur 60% d'hommes, 40% de femmes actuellement. D'accord. Ça survient entre 15 et 25 ans. C'est terrible parce que c'est l'âge, c'est les fondations de la vie en fait. Hein. C'est où on trouve du travail, où on a des rencontres amoureuses, amicales, où on s'insère dans la vie sociale. Donc à un âge très très fragile. Donc pourquoi à cet âge-là? Vous avez parfaitement ciblé le cœur du problème, c'est que c'est effectivement une période charnière de la vie où tout se joue pour la suite. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rater le virage. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la prévention. On sait que la durée non traitée de la maladie est très importante. On en a parlé entre 14 et 24 ans. Voilà, c'est un temps très long. C'est important de pouvoir très rapidement dépister les symptômes parce que plus on arrive pourquoi ça survient à ce moment-là? Voilà, j'allais répondre à votre question. Du coup, c'était que pourquoi ça survient à cette période-là de la vie, c'est parce que le cerveau en fait est en train de terminer sa maturation jusqu'à l'âge de 21 ans à peu près. Donc c'est un cerveau très fragile, en plein remodelage, et en fait il se passe un phénomène dans le cerveau qu'on appelle l'élagage. En fait, c'est le cerveau qui va choisir les connexions qui sont importantes pour lui et qu'il va garder tout au long de la vie. Ça, c'est une hypothèse, une première hypothèse vraiment neurobiologique. La deuxième hypothèse, enfin qui existe aussi, c'est aussi qu'il y a une forte consommation de cannabis chez les adolescents qui augmente le risque de déclenchement de la schizophrénie. Il y en a, on est bien d'accord que tout le monde ne déclenche pas du cannabis, voilà. C'est pas pour ça qu'ils sont schizophrènes. Et on n'a pas vraiment trouvé les liens qui de la poule de l'œuf, s'ils prennent du cannabis parce qu'ils veulent oublier ces hallucinations, ça on ne le sait pas encore. Par exemple, moi j'ai jamais touché à aucune drogue, en fait, je fume pas, je bois pas, bon après voilà, mais ce qui est très important de dire, c'est que je pense que ça touche, et je reviens à ce que vous disiez très justement, à l'élasticité de la personnalité, c'est-à-dire que le cerveau il est élastique. C'est-à-dire qu'il y a des connexions entre les neurones qui se forment, qui s'appellent les synapses, mais à un certain moment, la synapse, en fait, le lien ne passe plus bien, en fait. Et c'est ça, en fait, l'altération de la réalité, c'est que le lien entre les neurones n'est pas bon, en fait. Justement, les causes, est-ce qu'on les connaît aujourd'hui ou est-ce qu'on ne sait pas encore exactement à quoi est due cette maladie? Alors la schizophrénie, c'est comme la majorité des maladies, c'est-à-dire que c'est une interaction entre des gènes, c'est-à-dire un patrimoine inné que nous avons par nos parents, et un environnement, c'est-à-dire tout ce qui nous arrive dans la vie. Ce qui veut dire qu'on a des familles de schizophrènes? Alors, ce n'est pas la majorité des cas. Dans l'immense majorité des cas, un déclenchement de schizophrénie est le premier cas dans la famille. Il y a des familles aussi où il y a déjà une personne qui a une schizophrénie. Donc dans ces cas-là, on est plus vigilant, j'imagine, avec la fratrie, avec les enfants. Exactement, parce qu'on sait que le risque est augmenté. Quand il y a quelqu'un qui a une schizophrénie dans la famille, ça veut dire qu'il y a un terrain vulnérable dans la famille. Donc un mélange, vous le disiez, entre le terrain génétique... C'est ça, une rencontre voilà, entre un terrain génétique, un environnement. Et donc dans l'environnement, alors donc on a parlé du cannabis. Donc pour répondre à ce que vous disiez... Sans lien réel prouvé pour l'instant. Alors, on a quand même des études qui suggèrent que le taux de transition psychotique chez les adolescents est multiplié par 2 en cas de consommation de cannabis. Oui. Par contre, la question qui se pose, c'est aurait-il déclenché une schizophrénie? Mais probablement, s'il l'avait déclenché, ça aurait été plus tardif. En tout cas, on sait qu'elles sont plus sévères. S'il y a de on va dire que c'est un facteur aggravant, mais c'est pas forcément le facteur déclencheur. Tout à fait. Donc, il y a le cannabis dans l'environnement, il y a quoi d'autre? Donc, tout ce qui peut toucher le développement du cerveau peut augmenter le risque de schizophrénie. Alors, par exemple, toutes les infections pendant la grossesse, toutes les complications à la naissance augmentent le risque de déclenchement de schizophrénie. On fait beaucoup de travail en ce moment pour comprendre les liens entre infection, inflammation et maladie mentale. Donc ça, c'est une nouvelle piste. Donc, en fait, on ne connaît pas encore, on pense qu'il y a en tout cas la conjonction de plusieurs facteurs. Et comme vous le disiez, il y a autant de schizophrénie que de personnes schizophrènes, et on pense en fait qu'on mélange sous le mot schizophrénie plusieurs maladies qui auraient des... On a parlé énormément de cette souffrance, il faut le rappeler, la souffrance est telle qu'il y a énormément de taux de suicide. Je crois que 10% des patients en meurent, hein. Donc c'est un taux énorme. Pourtant, des traitements existent, ils sont efficaces. Quels sont ces traitements ? Alors, les traitements de référence s'appellent les antipsychotiques. Ce sont, comme vous l'avez dit, des traitements qui sont efficaces, même si on aimerait qu'ils soient encore plus efficaces. On a fait beaucoup de progrès ces dernières décennies pour améliorer à la fois l'efficacité et aussi la tolérance, pour permettre de vivre une vie normale. Et aujourd'hui, le traitement de référence, ça reste un médicament au long cours, tous les jours.
Comme vous disiez que c'est une maladie chronique, effectivement, pour l'instant, on n'a pas trouvé, par exemple, de vaccin contre la schizophrénie. Voilà. Ça reste une maladie au long cours comme un diabète, par exemple. Je parlais de souffrance, la souffrance du patient, la souffrance des familles aussi. D'ailleurs, vous avez mis en place des groupes de parole, pro-parents, ou je ne sais plus, pro-famille. Pro-famille. Donc c'est important aussi d'y aller, de ne pas avoir peur d'en parler, de chercher de l'aide partout, parce qu'on est complètement paumé quand ça vous arrive. Vous, à 14 ans, vous n'en avez pas parlé, vous êtes replié sur vous. Rappelez-nous le tout début, la première crise, c'était dans un bus, je crois. Oui, alors la première crise, je monte dans un bus, et là je vois une fille avec une frange tout au fond du bus, et je prends complètement peur. J'ai des voix qui me disent que cette fille est en train de parler avec son copain, qu'elle m'insulte. Et donc du coup je me mets le plus loin possible, c'est-à-dire devant le bus en fait, au premier rang du bus. Et puis au bout d'un moment, ces voix, ça grouille dans mon esprit, et j'ai l'impression que tout le monde parle contre moi en fait. C'est pas juste elle, c'est tout le bus qui se met à dire des choses contre moi. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends peur et je sors du bus alors que je suis pas du tout arrivé au collège. C'est la première crise de schizophrénie que j'ai fait, une bouffée délirante aiguë. C'est quelque chose que je souhaite à personne. Ouais. Et après, donc, c'est revenu, notamment une fois dans la rue où vous croisez toute une bande de jeunes, vous pensez qu'ils vous en veulent, etc. Et tout ça, donc, vous avez réussi pendant tout ce temps-là, puisque le diagnostic n'a été porté qu'à 24 ans. On va revenir sur la scène avec votre papa. Mais donc, pendant ces 10 ans, vous avez vécu tout ça tout seul, sans le dire à personne. Ça a été très dur, ça a été un combat intérieur, vraiment. J'essaie de masquer tout ça. J'en avais honte, je voyais qu'il y avait quelque chose de pas normal, mais comme je retournais au bout d'un moment à une forme de normalité, quand j'avais plus de sommeil, et quand la bouffée délirante s'estompait, au bout de plusieurs jours ou plusieurs semaines, quelque part, je vais essayer de mettre ça derrière moi et d'oublier un peu ce qui s'était passé. Et puis, moi, je connaissais pas la schizophrénie à l'époque, je n'arrivais pas à mettre des mots sur mes mots MAUX. Et finalement, c'est l'écriture qui m'a permis vraiment de grandir et de m'aider. Et d'ailleurs, tout est vraiment très joliment raconté, c'est très poétique dans ce livre. Il y a toutes les phases. Donc on en arrive au jour où, là, ça a été assez déclencheur. Vous êtes à table avec parents, frères, sœurs. Et depuis un moment déjà, vous aviez l'impression que votre père était méchant, menaçant avec vous. Et là, que se passe-t-il ? En fait, avec mon papa, on avait des rapports, à l'époque, en tout cas, conflictuels. Et c'est vrai que moi, j'ai interprété ces rapports-là. Quand il est parti, en fait, au Brésil, je me suis dit, peut-être qu'il a une autre famille au Brésil. Et après, je me suis inventé toute une fiction autour de ça. Et quand il est revenu du Brésil, il y avait ma copine de l'époque, Angélique, qui était là. Et j'ai eu une pulsion, comme une pulsion névrotique. Je lui ai à moitié sauté dessus, en le secouant violemment par les épaules. Donc là, toute la famille nous a réunis pour nous séparer. Et c'est dans le regard de mes proches, de mon frère, de ma sœur, de ma maman, de mon papa, que j'ai vu l'horreur, en fait, de la chose. Avec le recul, parce que j'y ai repensé après, il y a des images qui vous reviennent. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'on a consulté, en fait. Et c'est là que j'ai commencé les premiers pas vers une amélioration et surtout une acceptation de la maladie. Qu'est-ce qu'on éprouve à ce moment-là? Quelque part, un soulagement de ne plus être seul, de pouvoir en parler? Il y a du soulagement, mais il y a beaucoup de peur devant l'inconnu, parce que c'est une maladie qui a une fantasmagorie particulière qui fait froid dans le dos. Il faut absolument arriver à faire que l'image change, et j'espère que votre livre va y contribuer. Docteur Font, merci beaucoup d'être venu. Merci. Nous en savons un peu plus sur cette maladie, et surtout vous reviendrez nous prévenir quand il y aura des nouvelles sur les causes, car qui dit trouver les causes, forcément améliorera aussi la prise en charge. Et merci beaucoup. Nous allons passer au Zoom Santé, nous allons retrouver la femme de Florent. Catherine, bienvenue. Vous êtes la femme de Florent. Vous vous connaissez depuis 5 ans, je crois? Oui, c'est ça, tout à fait. Au tout début, vous saviez qu'il était schizophrène ou il vous l'a caché comme il l'avait fait avant à ses amis? Non, absolument pas. Il est très très doué pour cacher sa maladie. Je pense qu'il l'a développée au fur et à mesure des années. Non, moi j'ai rencontré un jeune homme hyper sociable, ouvert. Vous êtes rencontrés en discothèque? Oui, tout à fait. Univers de la nuit. Et il était très 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 fort pour dissimuler tout ça. Comment l'avez-vous appris? C'est lui qui me l'a appris. En fait, il m'a convié dans un café parce que je savais qu'il était en cours d'écriture de son livre, mais il ne voulait me le dévoiler qu'une fois terminé. Donc, il m'a convié dans ce café et il m'a dit « Je veux te faire lire un chapitre ».
Je me suis dit ok, et le chapitre s'intitulait je sais plus, de l'internement De l'hallucination à la résurrection. voilà. Et là, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Ça faisait 1 an Donc pratiquement. pendant 1 an, vous ne vous êtes douté de rien? De rien, on ne vivait pas ensemble à ce moment-là encore. On avait décidé de s'installer ensemble. Mais C'est je là pense que que j'ai... Voilà. C'est là que vous avez dit, ça a faut que je le dise. incité Bah oui, je me vraiment, suis voilà. dit, elle va le voir, j'ai un traitement, donc je me suis dit, bah, elle va forcément le voir. Hein. Mais pendant 1 an, vous avez bien camouflé. Catherine, quand vous l'avez appris, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? D'abord, quelle image aviez-vous de la schizophrénie avant? Alors, avant de le connaître, j'avais l'image que vous disiez tout à l'heure, négative, ça fait peur, personne assez noire, sombre, double personnalité. Et puis, en fait, quand je l'ai appris, je n'ai pas eu peur. Parce que je connaissais Florent depuis 1 an. Oui. Et donc, du coup, je le voyais au quotidien. Et En fait, il a bien fait de ne pas vous le dire tout de suite. Tout à fait, tout à fait. Elle serait partie en courant, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que du coup, moi, j'ai appris à le connaître au quotidien. J'ai vu que c'était quelqu'un de tout à fait normal, peut-être une sensibilité un peu plus exacerbée, je trouve. Je rappelle que vous avez 4 enfants. Ouais. Vous n'en voulez pas ensemble. Hein. Ça vient de tous les Non. deux. C'était une des conditions sine qua non quand on s'est rencontrés. Vous ne voulez pas d'enfants, pourquoi? Vous êtes un peu égocentré? Vous êtes... Je pense que cette maladie-là, dans certains cas, dans certaines formes de personnalité, peut favoriser une forme d'égocentrisme. Et moi, je l'assume, c'est vrai que j'ai jamais voulu d'enfant, ou de désir en tout cas de paternité. Et puis, je veux pas faire un enfant, si vous voulez, pour des mauvaises raisons, parce qu'il faut avoir un c'est enfant. pas à cause de la maladie. Non, c'est pas du tout le peur de transmettre ou ce genre de choses, non. C'est plus que j'ai pas ce désir de paternité-là, donc je peux pas me le créer ou me l'inventer, en fait. Et puis on a l'impression, quand on lit votre livre, que vous avez tellement souffert, que vous avez envie vraiment de profiter. Oui, il y a ce côté-là un peu névrotique aussi, peut-être d'avoir vécu beaucoup de choses difficiles et d'avoir envie de rattraper le temps perdu, Ouais, du c'est coup. ça. Ouais, peut-être, ouais. Il y a aussi un message que vous voulez faire passer, c'est surtout, n'arrêtez pas votre traitement. Vous avez très essayé important. une fois de l'arrêter. J'ai essayé de l'arrêter. Au bout d'1 mois, j'ai commencé à avoir des pensées contradictoires, des interprétations étranges. Je voyais que j'avais pas des voix, mais ça revenait doucement. C'était insidieux, tout ça. J'ai pris peur, j'ai vite repris mon traitement. Et c'est vrai que c'est humain de vouloir arrêter son traitement, dans le sens où il peut y avoir des grosses prises de poids, des impatiences, les traitements Vous faites sont beaucoup lourds. de sport. Mais je fais beaucoup de sport pour compenser. Il ne faut pas se cacher derrière le traitement. C'est-à-dire que le traitement, c'est une partie de la solution, mais il y a aussi un travail sur soi à faire, effectivement, qui est long. C'est du travail sur du long terme, comme disait très bien le psychiatre. Hein. C'est un travail sur du long terme. C'est ce que j'explique dans Obscure Clarté. Ça ne vient pas en 1 an ou 2 ans. Il faut être patient avec le traitement, mais il faut aussi être patient avec soi-même. C'est ça qui est dur, en fait. Mais est-ce que Catherine n'est pas une partie de votre traitement? C'est pas un peu votre médicament aussi? C'est sûr que c'est le meilleur des remèdes. Hein. Je pense que le fait d'être en couple, forcément, ça stabilise aussi. Et quoi de mieux que l'amour pour sauver une maladie ou aider? Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide au jour le jour. Je pense qu'il y a eu des moments où j'étais moins bien, même il y a 1 an ou 2 ans, mais le fait d'être avec Catherine, je finis toujours par remonter la pente et rebondir, quoi. Je pense que c'est vachement important. Je reviens à la famille, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais tout le monde souffre. Hein. Votre belle-mère, vous en avez discuté avec elle, et votre beau-père aussi, comment l'ont-ils vécu eux? Très difficilement. J'en ai parlé plus avec ma belle-mère parce que je partage pas mal de moments avec elle. On s'octroie des soirées resto-filles. Donc du coup, ce sont des moments privilégiés où elle me parle des moments difficiles, des hallucinations qu'a pu avoir Florent, ce qu'elle a pu rencontrer comme difficulté, le soutien qu'elle a pu recevoir. Moi, je connais pas tout ça. Donc, en fait, elle me retrace vraiment tout ce qu'elle a connu. C'était très, très dur pour elle. Et avec votre papa aussi, maintenant tout va bien, mais ça a été difficile pour les deux et pour votre sœur aussi, plus qu'avec votre frère d'ailleurs, je crois. Oui, tout à fait. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans Obscure Clarté, c'est qui parle de mon papa, c'est en fait que sa main a quitté la mienne pendant l'adolescence parce que du coup, il y a les bouffées délirantes qui sont arrivées et finalement la maladie nous a réunis. Mais vous aviez peur l'un de l'autre, hein, oui, parce que vous étiez en délire parano face à lui et lui lui ne savait pas comment s'y prendre, ouais. forcément, c'était compliqué. Et c'est vrai que, et ma sœur aussi, je pense,
avait peur à un moment aussi. Je pense que... Et du coup, moi, j'ai essayé, grâce à leur amour, de me reconstruire, grâce à l'amour de ma femme. Mais je pense qu'avec l'amour, on fait beaucoup de choses, en fait, finalement. Parce que l'amour, c'est un sentiment positif, ça nous tire vers le haut. L'amour et puis la volonté, vous le dites aussi, le moteur de votre vie, ça a toujours été la volonté. Hein. Je reviens donc... Le diagnostic à 24 ans, vous êtes interné pendant quelques mois, c'est là où vous étiez en plein délire, vous jetez votre téléphone, etc. Vous êtes traité, vous êtes équilibré, et après, maintenant, quand même, vous travaillez dans un service, je le rappelle, vous êtes aide-soignant, et vous travaillez actuellement dans le service dans lequel vous aviez été hospitalisé? Plus actuellement, mais j'y ai travaillé, effectivement. Vous aviez été en stage. Oui, tout à fait, j'ai travaillé donc à Guillaume Rénic. Et là, vous dites quoi? On va me reconnaître? Vous dites quoi? Alors, en fait, je voulais travailler dans cet hôpital-là, mais je ne pensais pas que j'allais être dans l'unité dans laquelle j'avais été interné. Il y avait une chance sur 100. Et ben si, c'est tombé là-dessus. Et bon, mais ça reste un souvenir incroyable parce que c'était pas une revanche, c'était vouloir donner ce qu'on m'avait donné aussi, parce que j'avais une équipe soignante qui m'avait beaucoup aidé. C'est pour ça que vous avez choisi d'être aide-soignant en psychiatrie? J'ai pas choisi d'être soignant en psychiatrie, j'ai choisi d'être soignant en général. Après, j'ai été en psychiatrie, là je m'occupe de personnes âgées, mais c'est vraiment un métier que j'adore et qui est passionnant, dur par moments, mais passionnant. Je vais employer un mot que je déteste, mais vous vous sentez normal aujourd'hui? Oui, c'est vrai que dans l'introduction, il y a un mot que j'aime pas trop. Je dis j'aime pas le mot normal, mais aujourd'hui j'aime bien me sentir normal, ça fait du bien. Ouais. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'arrêterez plus jamais votre traitement. Voilà. Vous me racontiez aussi qu'avec les enfants, ça se passait bien. Ils sont même les premiers, vos enfants, à aller expliquer aux autres, notamment dans leur classe, ce qu'est la schizophrénie, etc. Donc, c'est ce qui fera aussi que l'image changera. C'est quand tout le monde arrivera à en parler normalement et à montrer des exemples comme Florent. Merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage. On vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous conseille donc ce livre si vous voulez en savoir un peu plus sur la schizophrénie, Obscure Clarté Schizophrénia, aux éditions Laïus. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous. L'info continue sur LCI.